Bonjour à tous et à tous, on retrouve avec plaisir Marie Barral-Baron, qui est professeure d'histoire moderne à l'université Louis et Marie Pasteur de Besançon et directrice du centre Lucien Febvre de l'université de Franche-Comté. On a évoqué longuement dans cette précédente émission ces grands ouvrages, ces grandes œuvres que sont la Vulgate de Saint-Jérôme et l'éloge de la folie. On va peut-être évoquer maintenant les relations qu'il avait avec le Saint-Siège, avec l'Église et puis avec Luther. Oui. Oui, tout à fait. Alors, les relations d'Érasme avec le Saint-Siège sont quelque peu complexes et tourmentées, puisque Érasme ne quittera jamais, comme j'ai pu le dire dans l'autre émission, le giron du catholicisme. Sa foi est bien ancrée. Ah oui, il a une foi en Jésus-Christ chevillée au corps. Mais il ne souhaite pas s'engager dans les polémiques avec Luther et dans le contexte de la Réforme. Ce n'est pas un homme de la polémique, c'est un homme de la foi, c'est un homme qui est prêt à publier tous les textes patristiques, à faire d'énormes travaux d'exégèse et de paraphrase, mais en aucun cas à entrer dans la polémique avec le parti adverse. Est-ce qu'il a rencontré Luther? Alors non, Érasme et Luther se sont échangés des courriers, tout d'abord extrêmement, je dirais, chaleureux, extrêmement poli, et puis ensuite la relation va tourner, plus après que tendue. 1517, après les 95 thèses peut-être. Oui, ça va passer par l'invective, c'est vraiment l'insulte très très violente, parce que Luther estime que Érasme doit le soutenir et doit rejoindre son parti et son message de réforme. Alors que Érasme ne le souhaite en aucun cas. Pour lui, certes, la réforme de l'Église est nécessaire, mais une réforme sans violence et une réforme de l'intérieur, et jamais une réforme contre le... Voilà. On peut protester contre le Saint-Siège. On peut dire les abus des indulgences, par exemple. Voilà, et qu'il y a des abus. On peut dire que Jules II, qui est un pape guerrier épouvantable, n'est pas à sa place, mais c'est l'homme qu'il faut attaquer et non pas la fonction. Oui. Donc c'est un point très important. Il est toujours dans la nuance et dans le refus de soutenir Luther. Alors, il y aura toutefois polémique très forte, vous savez, et on fête cette année les 500 ans de l'affrontement entre Érasme et Luther, avec le libre arbitre d'Érasme qui paraît en 1524 et le serf arbitre de Luther qui paraît en 1525. Et là, on a vraiment deux lectures de la foi et du rapport à la grâce. Oui. Alors, comment, je dirais, le Sacré Collège, comme les cardinaux pouvaient, comment estimait-il Érasme? Comment était-il perçu dans la curie romaine? Alors, il était perçu dans un mélange de respect pour son érudition, pour sa foi, pour sa connaissance, pour sa fidélité aussi au pape, et en même temps, progressivement, avec un certain mépris pour son refus de s'engager aux côtés du souverain pontife contre Luther. Par exemple, Érasme ne va jamais féliciter le souverain pontife d'avoir excommunié Luther. Voilà. Pour lui, ce n'est pas l'excommunication qui est la réponse, c'est toujours le dialogue et jamais la violence. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas la polémique, qui n'aime pas qui n'aime pas la polémique, exactement. Et le libre arbitre de 1524, loin finalement d'aider Érasme, va fragiliser encore un peu plus sa position à Rome. Oui. Alors, comment était cette position, justement? Eh bien, justement, à partir de 15... Ça dépend quand on se situe, mais si on se situe à partir de 1524, il est de plus en plus mal vu, parce qu'on estime qu'il ne s'engage pas suffisamment en faveur de la papauté contre la réforme de Luther. Exactement, mais Érasme répond au pape, mais enfin, je n'ai jamais approuvé les abus. J'ai toujours dit qu'il fallait réformer l'Église, donc je ne peux pas aujourd'hui dire à Luther, tu as tort. Non, je suis d'accord avec Luther sur certains points, et je suis contre lui sur d'autres. Donc, lui, il veut toujours rester dans la nuance, toujours rester sur un fil. C'est un fil, quand même. C'est un fil. Mais c'est pour ça que c'est très, très difficile pour lui de se concilier les catholiques et les luthériens, et à la fin, il est détesté de toutes parts. Exactement, oui. Alors, il y a une ville qui tient particulièrement à cœur, Marie Barral-Baron, c'est la ville de Bâle. Bâle, donc, cette grande ville de Suisse, mais qui est protestante, je crois. Alors, pas quand il s'installe. Pas quand il s'installe. Quand il s'installe dans la ville de Bâle, donc, qui est située dans le Saint-Empire romain germanique. Donc, il s'installe en 1521. C'est une ville, effectivement, pleinement catholique, et il est très attaché à cette ville parce que il vit Johann Froben, qui va devenir son imprimeur attitré.
Et lorsqu'il s'installe en 1521 chez Froben, il s'installe réellement, c'est-à-dire qu'il va occuper l'étage au-dessus de l'imprimerie. Et Heras, il faut l'imaginer, vivre dans l'odeur de l'encre et du papier. Et il explique bien qu'il veut vivre toujours dans l'imprimerie parce que il veut guetter la naissance de ses enfants. Et ses enfants, ce sont ses livres. C'est ça, donc il vit chez son imprimeur au quotidien, et il regarde, et il corrige, et il publie. Donc il est dans un incessant balai d'édition, de publication et correction. Et cette ville, alors, qui est très chère à son cœur. Un peu comme Louvain, j'allais dire, oui. Un peu comme Louvain, même s'il y est resté beaucoup moins longtemps. À Louvain, il a fondé le Collège des Trois Langues, mais il est resté finalement très peu de temps. C'est vraiment Bâle, sa ville, parce que c'est une ville cosmopolite et c'est la ville de l'imprimerie. Alors, il y est mort, et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'à partir de 1529, Bâle passe au protestantisme. Exactement. Par Ocolempade, Jean Ocolempade, qui est un disciple de Martin Luther, pour faire les choses simplement, disciple de la Réforme. Et donc, en 1529, Bâle passe dans le giron du protestantisme, et Erasme est comme pétrifié, parce qu'il se retrouve au sein de cette ville. Johann Froben est mort en 1527, c'est son fils Hieronymus qui a repris l'officine, et Erasme se retrouve dans cette maison d'imprimerie, dans une ville qui est passée au protestantisme. Il faut imaginer ce que ça signifie. Une ville hostile, j'allais dire. Une ville totalement hostile. Et attention, il faut imaginer ce que c'était à l'époque. Il faut imaginer ce que c'était, c'est-à-dire que la cathédrale où il allait prier est devenue un temple. Absolument. Et Erasme explique que désormais, il prie au pied de son lit et que sa chambre est devenue son oratoire. Donc lui, il est enfermé, si vous voulez, dans sa foi, dans sa fidélité à la vieille Église romaine, avec tous ses défauts qu'il est le premier à reconnaître, mais qu'il ne veut pas lâcher, dans une ville contre lui, qui ne comprend pas pourquoi cet homme qui leur ressemble tant ne passe pas au protestantisme, et les catholiques romains, par exemple, qui ne comprennent pas comment Erasme peut rester dans une ville protestante. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il la quitte, finalement. Il finit par la quitter parce que la situation est devenue impossible pour lui. Et il va rejoindre Fribourg-en-Brisgau. Tout à fait. Mais en réalité, il ne peut pas vivre sans Bâle. Et il retourne à Bâle à la fin de sa vie en 1535 pour voir naître, c'est l'Ecclésiastes, son dernier texte, et il y meurt dans la nuit du 11 au 12 juillet 1536. Et il est enterré encore aujourd'hui. Il est inhumé à Bâle. À Bâle, dans la cathédrale réformée. Donc c'est un résumé, je dirais, du paradoxe de son existence. Son attachement à cette ville de Bâle. On va évoquer maintenant quand même une de ses grandes œuvres aussi, après la Vulgate de Saint-Jérôme et l'Éloge de la folie, Marie Barral-Baron, c'est sa correspondance, une correspondance foisonnante, on peut le dire. Foisonnante, oui. On conserve aujourd'hui plus de 3000 lettres d'Erasme, donc c'est absolument extraordinaire. Des lettres qui peuvent être des billets, des courts billets de quelques mots, ou des lettres d'une 30, 40, 50 pages. Il faut imaginer ce que c'est que la correspondance à l'époque. Et ce qui est extraordinaire avec Erasme, c'est que finalement, on rencontre tout ce qui a fait le XVIe siècle. Vous croisez les figures de François Ier, de Charles Quint, d'Henri VIII, mais aussi tous les papes, aussi les cardinaux, les évêques, Pierre Tomichi de Cracovie, par exemple, ou bien sûr Thomas More, le chancelier d'Angleterre. Voilà. Donc, en fait, c'est toute l'Europe qui se retrouve dans cette correspondance qui est absolument inouïe dans sa richesse et sa densité. Et vous la connaissez, je crois, bien. J'ai beaucoup travaillé et lu effectivement sa correspondance. J'ai fait mon doctorat, et puis encore aujourd'hui, parce que je travaille toujours sur Erasme. Et c'est vraiment, c'est une source extraordinaire. Et puis, il faut savoir qu'Erasme est un homme de son temps qui a compris la puissance de l'imprimerie. Il vit, vous l'avez vu, chez son imprimeur, mais également, il va avoir l'intelligence de publier sa correspondance de son vivant. C'est-à-dire qu'il considère que ces lettres font partie de son œuvre. Et de son vivant, il fait des recueils de lettres qu'il juge particulièrement intéressantes pour ses contemporains, et il les édite. Donc c'est vraiment une appréhension de son œuvre, tout à fait formidable, parce qu'il épouse tous ses écrits. Alors, autre point sur sa personnalité, quand même, vous parlez de sa correspondance, donc ses relations avec le Saint-Siège qui sont parfois attendues.
est-ce que la censure, l'index, l'Inquisition l'a inquiété d'une manière ou d'une autre? Je me permets d'y revenir parce que à cette époque-là, les livres qui sont publiés sont automatiquement, je dirais, passent à l'index, passent, je dirais, au dédicastère de la propagation de la foi, comme on appelait ça. Oui, alors Érasme, bien sûr, c'est un homme, alors pas du tout, ça dépend quand on se situe, c'est ça qui est très compliqué avec Érasme, ce n'est pas le même homme en 1510, 1520, 1530, hein. C'est un homme qui va marcher, moi j'appelais ma thèse l'enfer d'Érasme, parce qu'il marche vers un enfer, il marche vers une tragédie de l'histoire qu'il avait totalement sous-estimée. Hein, quand il publie en 1516 son Nouveau Testament où il va toucher le texte biblique, il n'envisage pas un instant que ce travail d'humanisme peut avoir des conséquences dans l'histoire, et des conséquences tragiques à ses yeux, à savoir la Réformation. Donc l'existence d'Érasme, c'est finalement la compréhension du poids de l'histoire, et que l'histoire est tragique, cruelle, et qu'on ne peut pas la réécrire. Et je dirais que si vous situez Érasme dans les années 1510, non, il n'y a aucune inquiétude sur la censure. Oui. En revanche, l'Érasme de la fin des années 1520, c'est un homme obsédé par la censure. Il sait que ces textes sont relus, on disait à l'époque caviardés, hein, c'est-à-dire qu'on caviarde des lignes entières de textes érasmiens qu'on considère comme malaisants pour des personnes de foi. Donc oui, il est obsédé par la censure à tel point que lui-même a des accès où il veut se faire censeur, où il estime que des ouvrages qui paraissent, eh bien, abîment sa réputation. Et on a conservé des lettres d'Érasme qu'il adresse par exemple au Sénat de Bâle, où il demande « Vous devez m'aider pour censurer tel ou tel imprimeur qui publie les ouvrages contre moi ». Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre un humaniste qui prend conscience du pouvoir de l'imprimerie qui peut devenir diabolique. Donc oui, la censure va devenir pour Érasme un énorme problème à partir de la fin de la décennie 1520 et du début 1530. Et d'ailleurs, toute l'œuvre érasmienne en 1559, hein, donc bien après sa mort, est mise à l'index. La papauté ne mettra jamais à l'index les œuvres d'Érasme, mais toute son œuvre est mise à l'index à partir de 1559. Donc en quelque sorte, Marie Barral-Baron, il y a aussi, je dirais, un sentiment d'hérésie dans la pensée de l'Église de cette époque-là. Je voulais dire dans la lecture d'Érasme. Dans la lecture d'Érasme, bien sûr. Bien sûr. Oui, il est vu, vous savez, Érasme va être vu de plus en plus comme un hérétique, comme celui qui finalement a couvé les œufs que Luther a pondus. On va le rendre responsable de la réforme, de la naissance de toutes ces idées hérétiques. Oui, bien sûr, bien sûr. On se retrouve dans quelques instants après cette courte pause musicale. Oui, moi j'ai... Quand le passé se fait présent, les rendez-vous de l'histoire, Jean-Paul Maigret sur RCF. Nous sommes toujours avec Marie Barral-Baron, donc nous évoquons l'œuvre et la personnalité, les relations d'Érasme de son temps avec l'Église, avec Luther, et avec un autre personnage emblématique, je dirais, du XVIe siècle. Nous sommes dans, je dirais, l'Angleterre d'Henri VIII, c'est Thomas More. Thomas More a joué un rôle important dans les relations amicales avec Érasme, je crois. Oui, Thomas More est un ami extrêmement cher au cœur d'Érasme. Il le rencontre en 1499 en Angleterre, et c'est une amitié jusqu'à la mort, donc jusqu'à la mort de More en 1535. Comme j'ai pu le dire, l'éloge de la folie a été écrit
pour More. Pour Thomas Et More, il y a vraiment une connivence intellectuelle, affective, très très forte entre More et Erasme, alors que ce sont deux hommes très différents. Erasme est un moine, est un érudit qui passe ses journées sur les textes, à travailler. Anciens, oui. Exactement. Alors que Thomas More, lui, qui a hésité, qui est rentré à la Chartreuse de Londres un temps, qui a hésité pour une vie monastique, choisit finalement la voie familiale, il se marie, il a plusieurs enfants et il a une vie politique extrêmement allumée, comme chancelier du roi Henri VIII. Bien sûr. Donc des hommes très différents, mais très proches par la pensée, par l'espérance également. Et d'ailleurs, Erasme deviendra le précepteur de Margaret, qui est la fille, Margaret Roper, la fille de Thomas More. C'est lui qui va s'occuper de l'éducation de sa fille. Donc une relation très étroite. Une relation très étroite. Et de confiance. Et de confiance. Alors, peut-être que ce qui est frappant aussi, c'est que Erasme et More ont connu celui qui deviendra Henri VIII dès son enfance. Parce que vous savez, ce n'était pas Henri VIII de monter sur le trône, c'était à son grand frère, Arthur, qui deviendra roi d'Angleterre et puis qui décède à peine à l'âge de 15 ans. Mais More et Erasme ont croisé la route d'Henri lorsqu'il était tout petit. Thomas More l'a même fait sauter sur ses genoux, ce futur Henri VIII. Et il faut imaginer la scène. Et Erasme, lui a dédié quelques poèmes, parce qu'il a écrit beaucoup de poèmes, Erasme, dans la première partie de sa vie. Donc il a dédié des poèmes à Henri VIII. Et Henri VIII est effectivement, si on le compare à François Ier et Charles Quint, le roi le plus érudit. C'est un véritable théologien, il a une vraie culture théologique et de manière extrêmement cohérente, Erasme et Thomas More vont se convaincre mutuellement que Henri VIII est le roi de l'humanisme, c'est-à-dire celui qui doit être capable de conduire le mouvement humaniste européen à sa pleine expression. Et ils lui font confiance. Et ils lui dédicacent des œuvres et des paraphrases, par exemple pour Erasme. Thomas More accepte d'être son chancelier. Et puis, l'histoire, encore une fois, ça va être tragique puisque Thomas More refuse de reconnaître ce qu'on appelle la grande affaire du roi, c'est-à-dire sa séparation avec Catherine d'Aragon. Le fameux divorce qui va l'emmener vers le mariage avec Anne Boleyn et son couronnement en 1533, puisque More refuse d'y assister. Et à la suite de ses refus, du silence absolu de More, qui ne veut pas signer l'acte de suprématie, eh bien, More est enfermé, comme chacun sait, à la Tour de Londres, et il est finalement exécuté le 6 juillet 1535. Il a la tête tranchée. À coup de hache. À coup de hache, voilà. Oui. Et quand il monte encore sur l'échafaud, vous savez, Thomas More, c'est un personnage aussi extraordinaire. Il avait beaucoup d'humour, il le partage avec Erasme, c'est pour ça qu'ils ont traduit tous les deux Lucien, qui a un humour décapant. Et lorsque More monte à l'échafaud ébranlant, il bouge, et il demande de l'aide, et il dit à son bourreau, est-ce que vous pouvez m'aider à monter ? Pour descendre, je me débrouillerai tout seul. Et donc il a la tête tranchée, et lorsqu'Erasme apprend cette nouvelle, c'est un choc. C'est certainement absolument puissant, et il a cette phrase terrible, Erasme, où il dit avec More, finalement, j'ai cessé de vivre, il était la moitié de mon âme. Donc, c'est très fort ce qu'il dit. C'est très fort, et il va marcher vraiment sur le chemin de la mort. On voit que More est exécuté le 6 juillet 1535 et Erasme meurt dans la nuit du 11 au 12 juillet 1536. Il lui survit à peine un an. Parce que pour lui, c'est un monde qui s'effondre. Et sans doute, cette mort va le faire mourir aussi, lui. Et cette mort, Henri VIII, ce roi de l'humanisme, est devenu le roi de la violence. Et pour Erasme, c'est la fin de son monde, c'est la fin de son espérance aussi, en la foi, en la culture. Un monde qui s'écroule, en quelque sorte. Un monde qui s'écroule, tout à fait. Alors, on va évoquer maintenant Erasme, apôtre de la paix, parce que c'est important de l'évoquer en cette période un peu troublée, si vous le permettez, Marie Baron-Barral, parce que on parle d'Erasmus, ces étudiants qui peuvent aller étudier dans les différentes régions de l'Union européenne, mais prince de la paix, est-ce qu'on peut le dire aussi? On dit que c'est le Christ qui est le prince de la paix, mais Erasme, comment peut-on le définir dans ce dogme du pacifisme? Oui, tout à fait. Alors, oui, je crois qu'un des points principaux de la philosophie érasmienne, c'est la non-violence. C'est un point fondamental, et Erasme est venu à cette conviction de la non-violence, tout d'abord par la pédagogie. Parce qu'il est très sensible à l'éducation des enfants, alors qu'il n'a pas eu lui-même d'enfants, mais il y est très sensible, et notamment dans le De Pueris de 1529, il explique qu'on ne doit jamais frapper un enfant, et que le maître, le pédagogue, celui qui enseigne, là je vous cite Erasme, le premier devoir du maître
et de se faire aimer. Donc c'est par l'amour qu'on transmet la connaissance, c'est par l'affection qu'on obtient le respect. Et pour lui, ce qu'il conseille pour le pédagogue, eh bien, doit également s'appliquer pour les puissants, pour les souverains. Oui. Et c'est pour ça qu'il va écrire ce qu'on appelle des miroirs des princes. Donc le prince doit se regarder dans son miroir. Il l'écrit pour Charles, futur Charles Quint, qui est alors empereur du Saint-Empire romain germanique. Voilà, à partir de 1519. Et il lui écrit un miroir dans lequel finalement il lui demande d'être le Christ. Et c'est ce qu'il demande à François, à Charles et à Henri. Vous devez être des messagers de la paix, vous devez être des nouveaux Jésus-Christ, et vous devez aider vos peuples à vivre en paix, en communauté, sans violence. Et c'est un point absolument fondamental de toute la philosophie érasmienne. Il écrit beaucoup. Il y a le Querella Pacis, par exemple, qui est une sorte d'éloge de la folie, où c'est aussi la dame de la paix qui prend la parole et qui dit, voilà, personne ne me respecte, alors que je suis la seule. La paix est absolument essentielle si on veut se cultiver. Oui. Voilà, si on veut vivre la parole du Christ, on doit vivre dans la paix. Une dernière question, si vous le permettez, Marie Barral-Baron. La pensée d'Erasme, comment, je dirais, elle est-elle perçue aujourd'hui en 2025 ? Vous, spécialiste d'Erasme, de ce grand philosophe de la fin du XVe, début du XVIe, comment vous la définiriez, cette pensée, dans notre société contemporaine ? Alors, je crois que c'est une pensée extrêmement contemporaine, parce que la pensée d'Erasme est vraiment marquée par l'amour, par l'accueil de la parole de l'autre, par le sens de l'altérité, vraiment par la volonté de laisser une place à chacun. Donc c'est une pensée, je pense, qui ne pourrait qu'aider nos contemporains. Malheureusement, il est vrai qu'Erasme aujourd'hui est peu lu. On connaît son nom, on connaît souvent le programme Erasmus, parfois l'éloge de la folie, mais on le lit peu. Et je pense que c'est bien dommage, parce que c'est une idée, c'est une pensée, c'est une philosophie de vie qui est marquée par la culture, vraiment par ce retour de la culture. C'est la culture qui fait l'homme. Plus je sais, plus je suis humain, et plus je suis à même d'accueillir chacun dans sa différence. Encore un mot, je vais revenir un petit peu en arrière. Les héritiers d'Erasme, qui sont-ils exactement, Marie Barral ? Alors, il y a les héritiers immédiats. Je dirais que immédiatement, vous avez Adrien Turneb, par exemple, qui est professeur, ce qu'on appelle aujourd'hui le Collège de France, au XVIe siècle, qui est un des plus grands érudits du XVIe siècle, et qui va lui-même former Montaigne. Donc, dans l'immédiat, Rabelais, bien Montaigne, ce sont des héritiers d'Erasme, bien entendu. Après, vous avez bien sûr Pierre Bayle aussi, qui est un héritier d'Erasme du XVIIe siècle. Oui, Spinoza. La pensée d'Erasme, en fait, elle est universelle en quelque sorte. Elle inonde finalement, et elle innerve tous les siècles qui vont suivre. Toute la pensée occidentale en quelque sorte. Oui. Et dans l'histoire de l'Église, je crois que Vatican II est profondément marquée. C'est important de le signaler, ça, oui. Je crois qu'elle est profondément marquée par la pensée érasmienne, qui nourrit vraiment les débats de Vatican II. Alors, quand on parle d'Erasme, on parle aussi des jésuites aussi, qui ont les jésuites ont une relation particulière avec Erasme. Oui, parce que les jésuites, je pense qu'ils partagent avec lui cette pensée ondoyante, cette pensée du paradoxe, de la nuance, une pensée très érudite. Et c'est vrai que je disais tout à l'heure que la pensée érasmienne, tous ses écrits seront mis à l'index en 1559, mais lorsqu'on étudie les bibliothèques des jésuites, on découvre qu'en réalité, les textes d'Erasme sont encore là et sont offerts à la pensée des jésuites, effectivement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie Barral-Baron, nous avoir éclairé sur le siècle d'Erasme, sur sa pensée, sur ses travaux gigantesques, et puis sur son message qui peut nous importer aujourd'hui dans notre société contemporaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes spécialiste d'Erasme, vous l'enseignez à l'université, professeur d'histoire moderne à l'université Marie et Louis Pasteur, et directeur du centre Lucien Febvre aussi, qui est un de nos grands historiens franc-comtois, il faut le dire. Franc-comtois, et qui aimait beaucoup Erasme. Merci beaucoup à vous, et peut-être à très bientôt. Merci beaucoup.